Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera comme d'habitude à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. N'hésitez pas donc à vous poser toutes vos questions à notre invité pendant l'émission. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Père. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes Chief Data Officer à l'hebdomadaire britannique The Economist. Alors on va retracer un petit peu votre parcours. Vous êtes diplômé de l'EM Lyon. En 2007, vous rejoignez le bureau parisien de The Economist en tant que responsable publicité online pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2010, vous êtes nommé vice-président du groupe IDs People Media aux États-Unis. En 2012, vous devenez également responsable du département publicitaire online pour le continent américain. Et depuis octobre 2013, vous êtes donc Chief Data Officer. Et à Paris. À Paris. Alors la question qu'on se pose concrètement, c'est quoi un Chief Data Officer ? Alors, un Chief Data Officer, le rôle, en fait, c'est d'essayer de faire en sorte que nous soyons de meilleurs marketeurs. Des meilleurs marketeurs pour nous-mêmes, c'est-à-dire promouvoir les abonnements ou la marque, et aussi offrir à nos partenaires commerciaux, que sont les annonceurs, de meilleures solutions marketing. Donc, en fait, c'est réfléchir au rôle de la data au regard du marketing. Le rôle de Chief Data Officer, ce titre en C, en fait, donne un peu de gravitas en interne pour, en fait, lutter contre les silos. Car en fait, les données que nous allons utiliser, le traitement des données, la vraie valeur vient du croisement des données. Qu'est-ce que ça veut dire de manière claire? Les données comportementales, c'est-à-dire les web analytics, comment les consommateurs, nos lecteurs engagent leur lecture avec nos contenus et services. Les données CRM, qu'est-ce qu'ils achètent, quels sont leurs profils, où ils sont, et d'autres types de données, tels que quels sont les emails qu'on leur a envoyés, quelles sont les campagnes. Donc en fait c'est ça, c'est un nouveau poste qui a été créé en fait en octobre 2013 et le but c'est vraiment d'avoir un rôle latéral sur tous les métiers au niveau global et pour réfléchir à ce rôle de la donnée pour avoir une meilleure connaissance client tout simplement. Et alors comment est-ce qu'on traite la donnée? Comment est-ce qu'on est sûr qu'on ne trouve pas des liens de causalité, des corrélations fausses, erronées? Comment on gère ça? Alors oui, je pense que là vous touchez en fait sur le thème un peu qui est sous-jacent à la big data, c'est-à-dire l'esprit d'explorer les corrélations. C'est assez intéressant puisque finalement on a été éduqué dans une approche très de causalité. Et la big data c'est un peu jeter plein de données et regarder des corrélations inattendues. Donc ça c'est un challenge pour les marketeurs puisque les marketeurs en général sont plutôt des intuitifs et ça c'est bien. Mais il y aura des réponses parfois inattendues. Un exemple que j'aime à donner sur qu'est-ce qu'une corrélation inattendue, c'est de se dire Obama, qui pendant sa campagne de levée de fonds aux États-Unis, teste différents objets d'email pour voir quel est l'objet d'email qui va le mieux transformer pour une levée de fonds. Bon, ils vont tester des help me, support me, normal. Et en fait, dans cette logique de test pour découvrir des corrélations, quelqu'un a osé mettre Hey dans le titre. Eh bien, Hey, ça a été l'email qui a été le plus ouvert. Donc ça, c'est une corrélation inattendue et on a pas mal d'exemples comme ça. Donc la logique de data et de corrélation, c'est toujours tester des choses qui sont contre-intuitives et pour voir ce qui performe le mieux. Cet A/B testing, vous le mettez en place que dans une stratégie d'ordre publicitaire ou serviciel ou c'est également appliqué à l'éditorial chez les économistes? Pas du tout l'éditorial. Non, mais ça pourrait être voir quel est le type d'article qui fonctionne le mieux. Oui, on n'est pas dans cette approche-là. C'est sûr que des entreprises américaines telles que Forbes ou autres sont tout à fait organisées comme ça. On a une spécificité chez The Economist, c'est que notre équipe éditoriale ne reporte pas au business, donc ne reporte pas au CEO. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés pour avoir des données pour finalement comprendre s'ils sont bien lus. Donc en fait on n'a pas cette logique d'optimisation du titre, du texte, mais par contre on va regarder pour l'équipe éditoriale quel est le format d'une bonne vidéo. Car par exemple, quand on explique à un éditeur qu'un format de 6 minutes c'est bien en termes de contenu, mais que peut-être la plupart des gens arrêtent au bout d'une minute, on leur rappelle que leur mission c'est d'être lu, c'est pour ça qu'ils écrivent ou qu'ils produisent du contenu. Donc la donnée leur permet de réfléchir de manière différente. Donc la data on l'utilise sur le testing comme vous l'avez dit, aussi par exemple sur la mise en page. Donc ça va être le côté un peu plus éditorial. La taxonomie pour en fait naviguer au travers le site par exemple. J'ai envie de revenir aussi sur cette initiative en 2010 que vous avez lancée, donc ID People Media, qui était un peu une initiative sans précédent. Si j'ai bien compris, du coup, en gros, c'est de proposer de l'extension d'audience aux annonceurs en leur montrant où est-ce qu'ils peuvent également toucher les internautes de... Ah oui, en fait, je pense qu'on était devant
un challenge que la plupart des sites médias presse avaient, c'est-à-dire qu'on avait une audience de grosse qualité, mais très peu de couverture. Donc finalement, on se rendait compte que bien qu'on soit très en affinité sur les leaders d'opinion, pour les agences médias, parfois on ne rentrait pas dans leurs critères d'achat puisque pas assez puissants. Justement, pour qu'on se rende compte, c'est quoi l'audience et le reach de The Economist par exemple? Donc le reach de The Economist, c'est 8 millions de personnes de visiteurs uniques, pour être plus précis, dans le monde, par mois, par exemple. Okay. Ce qui paraît pas mal, sachant qu'on a 1,5 million d'exemplaires on va dire papier et digital distribués chaque semaine. Mais quand on est face à des acteurs tels que Yahoo, AOL ou même CNN, BBC, ils sont des alternatives pour toucher les leaders d'opinion. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, quel est le problème? C'est un problème de couverture. Ce n'était pas un problème de je veux plus d'inventaire. Ça, c'est intéressant pour un publisher, mais ça ne répond pas à l'attente de l'acheteur. Donc on s'est dit, tiens, et si on faisait un partenariat en fait avec d'autres sites médias en affinité avec The Economist? Donc c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis pour lancer une alliance publicitaire avec 70 sites médias quali, venant surtout de l'univers de la presse, et plutôt de ce que j'aime à définir comme le long form journalism, du slow media, l'analyse, la réflexion, pas dans le breaking news quotidien. Donc voilà, la volonté c'était de créer une sorte d'ovni publicitaire puisque j'ai lancé un ad network qui n'utilisait pas du tout les cookies pour trouver l'audience. C'était du media planning, en fait, à l'ancienne. D'accord, et c'était du partage de revenus du coup entre The Economist et l'éditeur qui était l'objet de la campagne. D'accord. Alors justement, vous venez de parler des 8 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde. Un internaute demande, The Economist est unique en son genre et diffusé dans le monde entier. Pourquoi n'a-t-il jamais été traduit? Il a déjà été traduit, mais pas par The Economist. Nous, ce qu'on aime à se dire, c'est que l'expérience est la même, où qu'on soit dans le monde. C'est pour ça que le contenu est le même partout. Ce n'est pas que la langue anglaise, c'est-à-dire même le contenu est le même partout. Cela dit, on s'appuie sur des partenariats dans certains pays. Par exemple, en France, il y a le Courrier international qui va traduire certains de nos articles. C'est pas vous directement? Pas nous directement. On se repose toujours la question, mais il faut savoir que The Economist, dans un peu l'ADN éditorial, on a un style journalistique, on a même un guide du style The Economist qui est utilisé par les universitaires à Oxford. Donc là-dessus, c'est vrai que traduire en local, c'est un peu un challenge par rapport à cette mission. Et dans cette optique-là, vous avez également lancé il y a 2 mois la première campagne pub dans l'Hexagone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi finalement avoir envie de communiquer auprès du lectorat français? On aime les Français, on nous dit toujours qu'on est en train de faire du French bashing. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que The Economist aime challenger les perceptions. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de couvertures qui paraissent un peu poussées de manière négative sur la France, mais en fait ce qu'on aime, nous, c'est être une sorte de catalyse à la réflexion. On ne veut pas que tout le monde soit d'accord avec nous. De là, donc éditorialement, nous aimons les Français, c'est juste que comme nous les aimons, nous attendons le meilleur d'eux. Et le marché français est un marché important. Nous avons vraiment une logique globale. Aujourd'hui, 50% des revenus, c'est les US par exemple. Donc nous sommes perçus comme une revue anglo-saxonne, mais aujourd'hui nous sommes véritablement une revue globale. Donc la France fait partie de cette globalité. Et cette France, c'est combien de lecteurs à peu près? Je crois que c'est environ 50 000 lecteurs. Ok, en intégrant aussi les visiteurs uniques ou juste les lecteurs non, là, papier? Je parle de lecteurs papier. Alors quand je dis papier, c'est pas que papier, donc c'est le weekly, donc le magazine. Et ce magazine, il est à la fois en papier, et en tablette et sur smartphone. D'accord. Alors, une autre internaute demande pourquoi les articles de The Economist ne sont pas signés, ne sont jamais signés. Bonne remarque. En effet, c'est quelque chose de fort chez The Economist, c'est cet esprit de une voix. Il y a une mission depuis 1843 qui est en gros de promouvoir la liberté de commerce et de pensée, en gros. La formulation est beaucoup plus précise que celle-ci. Et donc, chaque journaliste, quand il rejoint The Economist, sacrifie un peu son propre nom pour cette mission. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il y a toujours débat sur chacun des sujets. Moi, quand j'ai rejoint The Economist en 2007, je suis arrivé la semaine où il y avait les élections en France, les premières élections de Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, j'étais persuadé, rejoignant The Economist, que The Economist serait pour Nicolas Sarkozy. Eh bien, j'ai assisté de manière ubuesque à une conversation au niveau éditorial en disant qui faudrait-il soutenir, et chaque journaliste présentait un candidat. Marine Le Pen, etc., etc. Discussion, synthèse, conclusion. Donc voilà, c'est ça l'esprit The Economist. Alors, Nicolas demande, la big data collectée par The Economist peut-elle être utilisée par les journalistes pour des infographies par exemple ou autres? C'est une très bonne question. Vous avez partiellement répondu tout à l'heure. C'est différent. Je pense que la question, en effet, c'est de se dire, dans le travail que je fais, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient servir à l'éditorial pour le traitement de données visuelles? Ce n'est pas fait aujourd'hui.
Il est vrai qu'une des forces de The Economist, c'est la visualisation de la donnée de manière éditoriale. Maintenant, en effet, ça ne fait pas partie de mon périmètre. Mais je pense que des outils dont je dispose pour aider l'éditorial. Encore une fois, je me concentre surtout sur le business. L'éditorial, je pense, ça amènera un peu plus tard. Il y a un pôle open data chez The Economist parce que je sais qu'en France, c'est une des grosses problématiques et toutes les rédactions commencent à se structurer avec des data journalistes qui vont chercher la donnée et la mettre en forme, donc dans le cadre de DataVis. Est-ce que c'est le cas chez The Economist aujourd'hui? Ou en Angleterre, peut-être? C'est une grande tendance, en effet, c'est qu'on se rend compte qu'au niveau journalistique, on peut utiliser des données qui sont tierces ouvertes, ou même des nouveaux mécanismes de sondage. Une entreprise, par exemple, qui s'appelle Curiously en Angleterre et aux US, qui propose de faire des sondages en temps réel sur des mobiles. Et j'ai vu des démonstrations, c'est impressionnant de voir la rapidité des réponses sur les questions simples. Donc ça, je sais que l'équipe éditoriale a utilisé ce genre de mécanisme. Donc je pense que ça va se développer de plus en plus. Ouais. Et vous ne pensez pas que ça risque de tirer vers le bas le journalisme si maintenant on ne suit que l'opinion ou les datas pour orienter un petit peu les sujets qu'on traite, comment on en le traite? Alors le but, c'est pas de demander ce sur quoi nous devons écrire. Peut-être que nous pouvons avoir un point de vue et voir qu'est-ce qu'une partie de la population pense sur ce sujet. Donc c'est une affaire de perspective. C'est une source d'insight. Bien sûr, l'idée, c'est pas de se dire nous allons produire des articles de manière automatisée en fonction des attentes des requêtes sur la search. Nous ne sommes pas dans ce métier-là. D'accord. Moi, j'aurais peut-être une question pour revenir au business qui vous est cher. En France, entre des CPM qui ne sont pas toujours très satisfaisants et un modèle payant qui finalement a eu du mal à s'imposer, la digitalisation a été assez douloureuse pour la majorité des groupes médias français. Qu'est-ce qu'il en a été pour The Economist? Est-ce que finalement, vous pensez avoir réussi le virage de la digitalisation? Très franchement, oui. Et pourquoi? Aujourd'hui, si nous regardons les chiffres de The Economist, 50% du revenu vient du digital. Ah, c'est énorme. 50% vient du digital avec abonnement plus publicité. La chance que nous avons par rapport à d'autres acteurs du marché, c'est que nous n'avons pas attendu l'écroulement ou le changement du marché publicitaire pour réfléchir à un modèle payant. Nous avons toujours été profitables sur l'abonnement, ce qui veut dire que la publicité a toujours été un plus important pour le bottom line, bien sûr, mais nous n'avons pas attendu. Donc nous avons toujours créé de la valeur, le désir que des consommateurs aient à s'abonner ou à payer en newsstand, donc en kiosque. Nous, c'est 80% abonnement, 20% en kiosque, par exemple, sur la diffusion. C'est pour ça qu'on a pu aborder ce virage de manière plus forte. Ensuite, le virage, on a pris un pari sur l'expérience papier dont nous parlions, le magazine. Quand nous avons lancé une édition iPad, nous n'avons pas cherché à faire une expérience multimédia, mais à retranscrire le plaisir de la lecture sur iPad. Et ça, c'est une stratégie qui a été payante, puisque nous avons même été capables de, ce qu'on dit un bundle, donc séparer l'abonnement entre papier et iPad, donc pas le donner de manière gratuite, et dire c'est le même prix. Vous voulez votre contenu sur un iPad, vous voulez le contenu sur papier, c'est le même prix. Vous voulez les deux, c'est plus cher. Et ça, c'est vraiment le type de Netflix. Si on regarde le cas de Netflix il y a quelques années, tout le monde les a regardés avec des grands yeux en disant vous ne pouvez pas dire que la distribution DVD par poste va être différente du streaming. Et si. Et donc ça marche. Retranscrire le plaisir de la lecture sur le digital, c'est quoi concrètement en fait? C'est le concept de ce qu'on dit en anglais finishability, donc arriver à finir. Je pense que le online est une superbe opportunité quand on cherche du contenu, quand on veut faire des découvertes inattendues, là aussi, mais de manière éditoriale. L'expérience de lecture, c'est un concept de je commence, je finis. Il y a un début, il y a une fin. Donc moi, j'aime bien définir ça comme une sorte de sérendipité assistée, c'est-à-dire que quand on ouvre The Economist, on parle de business, de politique, de science, de culture. Il y a peut-être des sujets sur lesquels on ne se dit pas qu'on a un intérêt, mais on va tomber dessus et le lire et en tirer un enseignement. Donc c'est ça vraiment pour nous l'expérience de lecture. Alors toujours sur la data, est-ce que vous différenciez, vous trouvez des différences majeures entre les différentes zones géographiques dans les habitudes? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur la data ou sur la data? Sur la data. Moi, j'ai ce job depuis octobre, donc je ne peux pas me permettre de dire que j'ai une vue précise sur tous les marchés, toutes les tendances, etc. C'est un thème commun au niveau global, ça c'est sûr. Si on réfléchit en fait par rapport aux publishers, donc aux groupes médias, moi je pense qu'en France, il y a vraiment une grosse avance sur cette réflexion. Elle a été un petit peu moins développée au moins au UK et elle est très développée déjà aux US. L'idée, bien sûr, c'est de se dire médias plus data ou découplage média versus data. Donc là-dessus, il y a beaucoup de réflexions aux US. Ils ont déjà découplé la data du média. Je pense que c'est une grosse erreur.
Parce qu'en France, justement, ça marche pas trop. Aujourd'hui, les éditeurs ont plutôt tendance à aller sur ces couplages data plus média. Vous pensez que ça va être compliqué de réussir à donner une véritable valeur à la data seulement, elle seule? La data pour faire quoi? Ouais. C'est toujours ça, en fait, la question. Et quel est le métier d'un publisher? Je pense que la valeur, la gestion de la valeur vient du traitement de cette donnée. Donc à partir du moment où on donne les clés à quelqu'un d'autre pour traiter cette donnée, on perd la valeur. C'est pour ça qu'un groupe média, pour moi, ne peut que se concentrer sur du média couplé à la data ou du service relatif à la data. Nous avons fait quelques tests, nous avons regardé un petit peu quel serait le revenu associé avec de la vente de données à des acteurs tiers tels que BlueSky, Xcelate, tous ces acteurs du marché. La data, tout simplement, ne permet pas de se différencier. Au-delà de ça, en plus, est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi, comme ce qu'on a pu observer sur l'emailing sur ces 5 dernières années, un peu d'essorer la data à un point qu'elle en perd toute sa valeur aussi? Oui, a priori, mais de quoi parle-t-on en fait? Parce que data, c'est vrai que si on dit à un publisher va donner accès à son segment 25-34 ans homme, ce segment, on peut le trouver n'importe où sur le web. Ouais. Donc il va être acheté de manière très peu chère. Nous, on réfléchit à des segments uniques. Si on arrivait par exemple à définir un segment des personnes influentes dans les législations au Congrès américain sur les sujets de l'énergie, ça c'est une mine d'or. Et on a les moyens de le faire aujourd'hui, puisque nous avons un métier aux US qui s'appelle CQ Roll Call, et c'est une entreprise qui pèse 15% aujourd'hui du revenu des économistes au niveau global, et qui distribue des revues papier et des services liés aux transcriptions de débats, aux fils d'information sur le Congrès. Et là, on a une mine d'or de données qu'on pourrait exploiter. Mais ce segment, il aurait assez de volume pour intéresser les annonceurs, parce que en France, si on cible les influenceurs auprès de l'Assemblée nationale de la thématique énergie, on retombe vite sur un petit noyau, quoi. Est-ce que finalement... L'exemple que je prends est très particulier, puisque finalement, ce sont des cibles toutes petites, mais presque impossibles à avoir. Si on réfléchit aux logiques de lobbying et d'advocacy, nous, c'est une grosse source de revenus aux US où les acteurs de l'énergie pour ou contre se battent chaque semaine pour faire passer des messages auprès du Congrès. Si on regarde la publicité au câble aux US, maintenant il y a des décrochages au niveau très précis du zip code ou même de l'individu, parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qu'il faut faire basculer. Donc là, il y a un sens économique, en fait. Mais sur d'autres segments, peut-être moins. Alors, un internaute demande quels sont les risques associés à la big data, selon vous? Est-ce qu'il y en a, et si oui, quels sont-ils? Deux risques. Un, la mauvaise adoption en interne, et deux, des mauvais usages qui pourraient être mal perçus en termes de respect de la vie privée. Le premier, en effet, le risque de la big data, comme on l'a évoqué, c'est-à-dire que il faut avoir une nouvelle culture, et cette culture marketing est de garder les intuitions, garder le questionnement, mais attendre des réponses liées à des corrélations et des tests. Ça prend du temps. Deuxième point par rapport à ce risque interne de culture, c'est aussi lutter contre une sorte de territorialité interne par débat. Moi, j'aime bien appeler ça le syndrome de Gollum, donc dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, la petite bête qui tient sans cesse l'anneau. Et c'est une sorte de trouble obsessionnel possessif qui fait que certains départements, pas The Economist bien sûr, pourraient se dire « mes clients m'a donné mon précieux ». Et ça, c'est vraiment un deuxième challenge par rapport à l'adoption de la big data, car encore une fois, la big data, c'est la connectivité de la donnée à grande échelle, interne et externe. Pour le deuxième risque, il est vrai qu'on se pose des questions. La big data, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on sait sur moi? Quelle est l'utilisation? Quel est l'usage? Donc je pense qu'il faut rassurer par rapport à ça, être transparent auprès des consommateurs, leur laisser la possibilité de se désengager d'un potentiel ciblage, mais d'une autre manière, il ne faut pas surpenser ces risques-là aussi. Un exemple clé, aujourd'hui, les prédictions de trafic à Paris, par exemple, trafic voiture, la manière de le faire, c'est les signaux qu'on a chacun dans notre mobile. Ils sont traités de manière agrégée, anonymisée, et je ne pense pas qu'un consommateur serait gêné de savoir que ce signal permet de faire de la prédiction de trafic. Je rebondis sur un exemple de l'actualité récente. Facebook a été épinglé parce qu'ils ont fait des tests sur 700 000 utilisateurs dont ils ont modifié le fil d'actualité. On les a accusés de manipulation émotionnelle. Est-ce que vous pensez qu'on a trop fait? Parce que finalement, faire de l'A/B testing, c'est des choses que font des acteurs comme Google au quotidien, finalement, pour essayer de proposer un service le plus adapté possible aux internautes. Là, en l'occurrence, ça a quand même suscité un énorme tollé. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas particulier? Comme vous l'avez dit, c'est un A/B testing, donc il n'y a pas de quoi le surpenser de prime abord.
Mais là, Facebook paye en fait une perception qui a été accumulée avec les années. Un passif. Donc je pense que c'est un passif. Là aujourd'hui, Facebook fait beaucoup d'efforts pour absolument être clair sur ses pratiques, avoir des politiques de vie privée respectueuses. Ils sont un acteur très très bon dans ce secteur. Mais il y a toujours cette perception, comme Google, don't be evil, on surestime les pratiques, on y voit beaucoup de mal. Mais ça montre bien le caractère sensible qu'il y a au niveau du consommateur et la nécessité d'être poli. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'il ne faut pas éduquer aussi le consommateur? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transparence, d'explication de la part des grandes firmes de tout ça? Oui, il faut montrer le bénéfice. Il faut montrer le bénéfice consommateur. Et je pense que c'est ça l'arbitrage en interne. Quand on veut commencer à collecter de la donnée, quand on veut commencer à traiter la donnée, la première chose qu'on doit se poser, est-ce que j'apporte en faisant ça un bénéfice à mon consommateur? Si oui, je peux continuer. Si à un moment on se dit ça gênerait peut-être, même si on hésite, il faut laisser tomber. Quelles sont les actions concrètes que met en place du coup The Economist pour prévenir l'internaute? Je sais que par exemple j'étais ce matin sur le site, j'ai vu un bandeau apparaître, nous utilisons des cookies. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour évangéliser les internautes? Eh bien là-dessus, en effet, non seulement on dit qu'on a des cookies, on le fait, mais on leur donne la possibilité de gérer leurs préférences. Donc vous n'avez peut-être pas fait l'étape, mais si vous étiez allé sur ce bandeau, vous avez cliqué à droite de gérer mes préférences, et vous aurez pu découvrir qu'en tant que consommateur, vous pouvez accepter ou non des cookies qui sont relatifs à la pub, mais aussi des cookies purement analytiques ou purement fonctionnels par rapport au site pour se loguer. Car derrière le cookie, il y a beaucoup de types de cookies. Être reconnu avec son password de manière intégrée, je pense que ça gêne personne. Donc voilà, on propose de la transparence sur notre utilisation et la capacité aux consommateurs du coup de pouvoir gérer ses propres préférences. Vous pensez que les consommateurs aujourd'hui, ils ont la maturité pour comprendre finalement de quoi on parle? Et ce matin, il y a eu une étude qui montrait que finalement le petit onglet Ad Choice qui est mis sur les publicités de reciblage était quasiment jamais cliqué parce que les internautes ne savaient pas de quoi en fait on parlait. Est-ce que typiquement il y a beaucoup d'internautes qui vont sur cette deuxième étape de The Economist? Peu, alors après on peut se poser la question, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème à être ciblés. Pour revenir sur votre question, oui, il faut faire plus d'éducation sur l'industrie. Et l'éducation sur les deux sens. L'éducation sur les risques et l'éducation sur l'opportunité. Il faut un peu rendre pas tabou, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, mais même au niveau de l'industrie, il faut vraiment dire qu'est-ce que ça veut dire la data, le traitement de la donnée. Il y a plein d'applications super intéressantes dans d'autres industries, sur la santé, sur d'autres choses. Donc il faut aussi expliquer que ce n'est pas que Big Brother is watching you et 1784, il y a aussi des bénéfices, encore une fois. Alors on a énormément de questions d'internautes, on va essayer de répondre à quelques-unes avant la fin de l'émission. N'êtes-vous pas surtout une revue américano- ou américo-européenne? Américo-européenne, c'est bien, on a commencé par la revue britannique, maintenant américo-européenne. Je pense que j'aurais besoin d'un peu plus de contexte pour comprendre cette question. Oui, ce que ça touche là-dessus, c'est qu'en effet, on n'est ni que américain, ni que européen, la question, c'est peut-être, UK. est-ce que vous n'êtes pas influencé par les États-Unis, étant donné qu'il y a quand même pas mal de business là-bas? Alors, on peut se dire deux choses. Est-ce qu'on est influencé par les États-Unis parce qu'on est à 50% de nos revenus qu'aux US, ou est-ce qu'on est influencé parce que beaucoup d'événements qui ont un impact au niveau mondial sont aux US? Oui, ça a un impact sur l'éditorial. J'aime à penser qu'on n'a pas de biais, nos bureaux sont vraiment écartés selon les régions et nous n'avons pas que des Américains ou que des Anglais en termes éditorial. Alors, il y a une autre question sur la vidéo. Vous avez mentionné donc, tout à l'heure les vidéos. Quelle est la place de la vidéo dans votre offre commerciale? Alors, ça commence par une offre éditoriale et ensuite ça passe sur l'offre commerciale. Donc l'offre éditoriale, c'est de se dire la vidéo c'est quoi pour nous? C'est pas aller en Irak sur des événements live, d'autres le font très bien. C'est faire des conférences, des résumés de conférences, des interviews, comme on est en train de faire. Mais plus intéressant, je pense aussi, ce sont des sortes de graphiques animés visuels qui vont en fait expliquer le traitement d'un article via de la visualisation. Donc ça, c'est ce qu'on fait de manière éditoriale. Ça marche bien? Ça marche bien, oui, il y a une consommation. Voilà. Oui. Après, je pense qu'il faut qu'on fasse plus. Donc on a beaucoup de projets par rapport à, justement au graphique animé et la visualisation de la donnée. Commercialement, ça reste du classique, du vidéo pré-roll vendu au CPM, en interne, uniquement. D'accord. Alors un autre internaute demande, est-ce qu'il faut être mathématicien, informaticien à présent pour faire du marketing ou pour analyser en tout cas les données? Pas du tout. La preuve, moi, je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas un statisticien, je suis quelqu'un qui vient du business. Maintenant, il faut bien s'entendre avec ceux qui font des mathématiques et des statistiques. En fait. Donc c'est plutôt je rassurais cette personne, ce sont juste des qualités émotionnelles qu'il faut avoir. Car en effet, quand on est marketeur aujourd'hui, il faut bien interagir non seulement
avec certains acteurs du business qu'on va soutenir, mais aussi avec les acteurs de l'IT ou de la data qui vont, eux, vous soutenir dans vos démarches. Donc non, pas besoin, mais il faut être ouvert. Faut être ouvert. D'accord. Une petite question un peu sur finalement l'un des canaux qui explose en ce moment, c'est le mobile. J'imagine que vous, en tant que Chief Data Officer, ça doit être un peu un casse-tête parce que c'est quand même un univers assez difficilement traquable et réconciliable avec le web fixe. Vous en êtes où aujourd'hui chez The Economist? Alors, tout d'abord l'audience, encore une fois. Aujourd'hui, plus de 30% de l'audience vient du mobile. Quand je dis de l'audience du mobile, c'est-à-dire de web, le mobile connecté. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un intérêt de consommation. Et on voit bien sûr des événements classiques de relais durant la journée, entre le matin, l'après-midi, entre le desktop et le mobile. Après, c'est le classique casse-tête économique qui est de se dire j'avais des coûts pour 1000 en print, ils ont été encore plus bas en ligne et ils sont encore plus bas en mobile. Bon. Ça, c'est le casse-tête premier qui est celui de casse-tête publicitaire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous, notre source de revenus, c'est l'abonnement principal. Donc là, c'est moins un casse-tête par rapport à ça. Maintenant, après, technologiquement, oui, il y a des challenges entre le cookie, passe pas du desktop sur un mobile, mais il y a des manières aujourd'hui de réassocier des devices, etc. On travaille comme tout le monde sur ce sujet. Ça n'a pas été un problème pour l'instant, mais en effet, c'est un des gros sujets puisque j'aime à penser que tout sera mobile demain. Donc, les objets deviennent connectés. Qu'est-ce qu'on appelle mobile? Donc, comment on va maintenant mesurer la donnée sur les objets connectés? C'est encore plus important, je pense, même que le mobile seulement. Et vous calculez la part du mobile dans votre chiffre d'affaires web ou c'est un chiffre qui pour vous n'est pas pertinent dans la mesure où vous marchez par abonnement? Comme on l'a dit, si c'est par rapport à la pub, c'est un chiffre significatif mais pas le plus important, bien sûr. Il n'y a pas de très agréable surprise là-dessus. On est quoi, moins de 20%? Moins de 20%, tout à fait. Donc il y a bien un déphasage par rapport aux 30% du poids d'audience, tout à fait. Je pense que je serais surpris d'être capable de prononcer d'autres chiffres là-dessus. Par contre, comme vous l'avez dit, ça ne se sent pas par rapport à l'abonnement, puisque là, on est multiplateforme et que le en ligne est couplé avec ou le print ou l'édition tablette. Alors, une petite question pour la fin. Comment vous faire une place en France avec un nom typiquement anglais? On est très chauvin, donc... C'est pour ça que tout le monde dit « Ah, tu travailles chez Le Nouvel Économiste ?» À chaque fois, ou The Economist. J'ai toujours du mal à le prononcer. Bah, encore une fois, je pense tout dépend en fait de l'attente des consommateurs. Donc à partir du moment où on a réussi à démontrer qu'on est dans un monde global où ça paraît un peu une platitude, mais c'est vrai, et où en fait les sujets ont des impacts entre régions et entre disciplines, on a une place pour ressortir. Certes, comme une des premières personnes l'a mentionné, nous ne sommes qu'en anglais, donc ça peut être un frein. Nous en sommes désolés. Mais à ce titre-là, on pense que l'anglais, c'est cette langue globale. Donc voilà, mais encore une fois, on aime la France et on espère que notre nom n'est pas un frein à notre succès en France. Très bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. La semaine prochaine, nous accueillons Laurent Geoffrin. En attendant, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur Décideur TV ou le Journal du Net. Très bonne semaine à tous.